Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et ma petite analyse sur le 4e épisode de la saison 3 de La Roue du Temps. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers pour cet épisode et pour toute la série jusque-là, mais pas de spoilers sur les livres, promis. L'épisode 4 se nomme Le chemin de la lance, et c'est un épisode qui est consacré aux épreuves de Ruidan que vont traverser Rand et Moiraine. Et c'était un excellent épisode. Un excellent épisode. J'ai des tout petits trucs qui m'embêtent un tout petit peu, mais c'est minuscule. Surtout si on compare à l'excellence de cet épisode. J'ai vraiment adoré. J'espère que vous n'êtes pas lassés d'avance de m'entendre à quel point j'ai aimé cet épisode. C'était excellent. Et l'épisode commence avec Rand et Lan qui s'entraînent et qui discutent un petit peu. Rand parle notamment du fait qu'il ne sera jamais vraiment un Aiel, même si l'un de ses parents était Aiel. Il n'a pas vécu cette expérience-là, il n'a pas grandi là, et il se sent un peu déconnecté de ce peuple. Et il va mentionner aussi le fait que Tam, son père adoptif, lui a appris à se concentrer sur une flamme et de faire le vide dans son esprit. J'ai trouvé ça bien qu'il mentionne cette petite technique de concentration que Rand a, qui lui a été appris par Tam. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre, et dans les livres, et qui est là tout le temps depuis le premier livre, il me semble. Et évidemment, c'est compliqué de l'avoir dans un dialogue, parce qu'on est dans la tête de Rand parfois dans les livres, et du coup, on sait ce qui se passe dans sa tête, mais c'est pas quelque chose qu'il discute beaucoup, donc c'était sympa comme petite référence. Et on continue le Rand et Lan qui ont une relation assez intéressante, et c'est un bon contraste avec la relation qu'il a avec Moiraine, et avec les autres, parce que il avait ses potes autour de lui avec qui il a une relation particulière, il a Moiraine avec qui il a une relation très compliquée, et on en reparlera dans 2 secondes. Mais avec Lan, il y a un peu, c'est comme son grand frère qui lui apprend à se battre, qui lui apprend à se poser, à réfléchir et à relaxer un petit peu, et c'est plutôt une jolie relation que j'ai bien aimé qui prennent 2 secondes là pour nous montrer un petit peu en tout début d'épisode. Il retourne au camp, pas longtemps après, au camp Aiel, et Aviendha leur rappelle qu'elle veut pas que Rand touche des épées parce que c'est interdit dans la culture Aiel, et surtout c'est interdit aussi proche de la cité de Ruidan, au point où elle va dire à Lan que lui aussi doit poser son épée, il peut pas avoir des épées proches de la cité. Lan semble légèrement amusé par la situation et commence un petit duel avec elle, parce qu'il est évidemment hors de question qu'il pose son épée. Et j'ai beaucoup aimé ce duel parce que déjà c'était plutôt un bon moment bien chorégraphié, un petit combat sympathique entre 2 personnes. Et surtout parce que Lan avait l'air de vraiment s'amuser en se battant avec Aviendha. Aviendha se défend plutôt bien face à Lan. Lan, c'est un guerrier vraiment excellent. Il est balèze et il n'y a pas grand monde qui peut tenir plus de quelques secondes face à Lan dans l'histoire de La Roue du Temps. Le fait qu'Aviendha se défende pas trop mal, c'est assez intéressant, et Lan a l'air de s'amuser. C'est pas très souvent que Lan s'amuse, donc c'était sympathique comme scène. Malheureusement ou heureusement, le combat est interrompu par les matriarches qui viennent dire à Aviendha qu'il est temps qu'elle arrête d'être une promise de la lance et qu'elle entame sa formation de matriarche. Ce que Aviendha n'a pas du tout envie de faire, elle dit qu'elle est une guerrière et qu'elle veut continuer à se battre, mais clairement on comprend que Aviendha est capable de canaliser, puisque les matriarches, en gros, c'est les Aes Sedai des Aiel. C'est un peu insultant de dire ça pour la vision qu'ils ont des Aes Sedai, mais globalement, c'est les femmes qui sont capables de canaliser, et si t'es capable de canaliser, tu arrêtes d'être une promise de la lance, et tu commences à te former pour apprendre à utiliser le pouvoir. Bear brise les lances d'Aviendha face à elle. J'ai trouvé qu'elle était balèze quand même, ça doit être ces 4 morceaux de bois assez gros et qu'elle les casse sur son genou comme ça. Bref, c'est symbolique évidemment comme mouvement, j'ai trouvé ça assez violent, la pauvre Aviendha qui est quasi en larmes en face d'elle, qui ensuite enlève son vêtement de guerrière et qui va aller se diriger vers Ruidan pour passer ses premières épreuves, pour commencer sa formation, pour ensuite devenir matriarche. Elle part donc le soir même. Un moment qui est évidemment très intéressant, qui nous montre que Aviendha a toute une intrigue à elle, qui n'est pas forcément uniquement liée à Rand, et qui promet d'avoir plein de choses intéressantes à venir. Donc c'était assez intéressant à voir, et puis du coup on aura plusieurs personnes qui vont traverser Ruidan ensemble.
ou en tout cas plus ou moins au même moment. Après le départ d'Avienda, Moiraine et Rand ont une discussion, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la relation entre Moiraine et Rand, et j'en parlais un petit peu aussi dans l'épisode précédent, qui est, ils ont une relation les deux qui est absolument fascinante, elle est captivante dans les romans, et je la trouve aussi très intéressante dans la série. La série passe beaucoup plus de temps avec Moiraine que les livres. Dans les livres, Moiraine, on la voit pas tant que ça, en fait. On a très rarement son point de vue à elle, et c'est assez obscur ce qu'elle fait, et on ne le voit que des points de vue des gens autour d'elle qui ne lui font pas confiance ou qui ne savent pas exactement ce qu'elle fait. Et c'est assez intéressant que la série, notamment en saison 2, passe un peu plus de temps avec Moiraine et à montrer ses doutes et la difficulté de ce qu'elle essaye d'entreprendre. Mais honnêtement, je comprends aussi le point de vue de Rand, qui, ici, Moiraine lui demande ce qu'il compte faire, notamment est-ce qu'il compte aller à Ruidan pour passer ces fameuses épreuves dont on lui parle depuis quelque temps. Et Rand lui rentre un peu dedans en lui disant « Tu veux que je me confie à toi parce qu'ensuite tu veux pouvoir me manipuler », en gros, et il ne lui fait pas confiance et il refuse de lui dire quoi que ce soit, même un truc aussi basique que « Qu'est-ce que tu vas faire demain ?» Et Moiraine lui dit « Mais j'ai passé toute ma vie à essayer de t'aider, à essayer de te trouver, et ensuite à essayer de faire en sorte que je puisse aider le dragon réincarné. » Mais Rand n'arrive pas à lui faire confiance. Il lui demande de faire une promesse de la façon la plus évidente, la plus simple possible pour pas qu'elle puisse tourner les mots d'une façon ou d'une autre. Il lui demande de lui dire qu'elle l'aidera en suivant ce que lui veut faire, sans essayer d'avancer son propre agenda ou celui de la Tour Blanche. Et Moiraine lui dit que elle peut promettre qu'elle fera tout pour qu'il puisse réussir sa destinée, mais qu'elle refuse de le voir se sacrifier ou ce genre de choses. Et Rand estime que ça suffit pas comme promesse et que ça fonctionne pas. Donc ils ont vraiment du mal à communiquer, ils ont vraiment besoin de pouvoir avancer ensemble, mais ça clash en permanence parce que Rand est têtu, a raison. Il sait que tout le monde essaye de le pousser dans des directions que eux pensent être la bonne direction, dans le cas de Moiraine, ou parce que ça va les aider eux dans leurs propres objectifs politiques ou autres. Donc oui, il est en permanence manipulé, comme je disais beaucoup dans la vidéo précédente sur les 3 premiers épisodes. Le fait que Moiraine ait bossé avec Lanfear pour les traumatiser un petit peu pour qu'ils se bougent de Tar Valon, c'est une trahison énorme. Donc oui, elle est prête à beaucoup de choses, donc on comprend que Rand ne lui fasse pas confiance, mais en même temps, dans le livre, il y avait des moments où on avait un peu envie de secouer Rand en lui disant « Non mais écoute ce qu'elle te dit Moiraine et avance, parce que là c'est un peu bête et... » Ouais, il est têtu Rand beaucoup dans le livre. Je trouve que dans la série, il est un poil plus... pas malléable, mais il est un peu plus souple. Un tout petit peu plus souple, pas énorme. Mais il n'empêche que les deux n'arrivent pas à fonctionner ensemble, malgré le fait qu'ils doivent vraiment fonctionner ensemble. Et je trouve ça vraiment intéressant comme relation. Je trouve que la série réussit bien à le montrer, et à montrer cette incapacité à fonctionner. Et c'est vachement intéressant. Et je pense que, vu la fin de l'épisode et ce qui potentiellement va arriver ensuite, ça va donner des choses vraiment intéressantes à voir. Donc j'ai beaucoup aimé cette scène. Le lendemain, ils continuent leur chemin vers Ruidan, et ils y arrivent quasiment immédiatement. Rand, sur le chemin, parle avec Ruark, qui lui dit que tous les chefs des clans Aiel et toutes les matriarches vont à Ruidan et passent ces épreuves-là. Les chefs des clans qui ressortent vivants, hein, parce qu'il y en a un certain nombre qui meurent, ressortent avec un tatouage de dragon, c'est pas vraiment un tatouage, c'est une marque, mais voilà, qui est imprimé sur leur bras, sur un de leurs bras. Et Rand demande si l'expérience sera différente pour lui qui essaye de prouver qui est le Caracal, et Ruark lui dit que s'il est le Caracal, il sera marqué sur les 2 bras. Ils arrivent donc à Ruidan, qui est une cité dans les nuages, entourée de brouillard, etc., et qui est aussi entourée par tout un tas de lances d'hommes qui sont rentrés dans la cité et qui ne sont jamais ressortis. C'est un visuel assez fascinant et plutôt réussi pour la série, vraiment c'est assez captivant comme image. J'ai beaucoup aimé la représentation de cette ville. Ils sont très vite interrompus par l'arrivée d'un autre clan Aiel, les Shaido, qui sont menés par Sevanna, qui est accompagné par un guerrier nommé Couladin. Sevanna, qui a le look le plus magnifique de toute la série. Pour être honnête, cette saison, les looks et les designs, les habits, les coiffures, les bijoux et tout ça, ils ont
bossé comme pas possible, il y a des looks magnifiques, on en reparlera un peu plus tard. Mais Sevana, oui, absolument splendide. Elle mentionne que le frère de Couladine est parti à Ruidan pour passer ses épreuves pour devenir le chef du clan. Et globalement, ils disent que va pas y avoir de conflit. C'est là où j'ai un tout petit pinaillage, vraiment c'est tout petit, promis, sur ce qui se passe. C'est que dans les livres, il y a beaucoup plus d'Aiel que ça. Ils sont pas... Là, ils sont peut-être 10 en tout et pour tout, peut-être, allez, 20, je vais être généreuse. Dans les livres, ils sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à être autour de Ruidan à ce moment-là, parce que c'est des clans entiers qui sont là. Et c'est un problème, je trouve, qu'on a depuis la saison 1, et qu'il va falloir que je m'en remette, et que j'accepte que c'est comme ça, et qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Mais vraiment, je trouve on perd un peu la taille, et c'est des peuples entiers, en fait. C'est pas des petits groupes de voyageurs, c'est des peuples entiers. Rand, il est venu en partie dans le désert des Aiel pour chercher une armée, pas pour chercher une petite milice qui va l'aider à aller conquérir Tyr. Non, il vient chercher une armée. Mais comme je le disais, c'est un problème qu'on a depuis la saison 1. Le final de la saison 2, avec tout, j'ai beaucoup d'amour pour la saison 2. Le final de la saison 2, c'est pareil, il était censé avoir un gros combat à la fin. J'avais l'impression qu'ils étaient une cinquantaine peut-être à se battre, les Santian et les autres, les Blancs-Manteaux et tous les autres qui se battaient à ce moment-là. Et c'était exactement la même chose à la fin de la saison 1. La grosse bataille qui est à la fin de la saison 1 me semblait assez petite en taille. On manque vraiment beaucoup d'ampleur en termes d'humains. Ou de non-humains d'ailleurs, ça peut être des Trollocs, mais ça manque un peu de nombre. Et je comprends qu'ils n'ont pas un budget illimité, donc c'est pas grave. Je m'en remets. Ils acceptent de pas se battre et qu'il y aura la paix autour de Ruidan, qui doit être maintenue. Et ils se réunissent donc tous sous une des tentes. Couladine est assez outragé que des non-Aiel puissent pénétrer dans le lieu sacré qu'est Ruidan, et il essaye même de s'attaquer à Rand, mais il est stoppé par Ber, et on voit donc qu'elle utilise le pouvoir. Donc au cas où c'était pas clair que les matriarches sont des utilisatrices, des canalisatrices de pouvoir, fait très clair à ce moment-là. J'ai bien aimé que les matriarches, elles envoient balader Couladine comme s'il était un petit garçon pas doué. Elles le silencent beaucoup. Et Couladine mentionne que si son frère échoue et qu'il ne revient pas de Ruidan, il ira lui-même passer cette épreuve, ce qui pourrait être intéressant pour plus tard, puisqu'on voit, vous avez vu l'épisode, je peux vous spoiler, on voit le frère de Couladine qui n'a pas l'air de bien vivre son épreuve à Ruidan, qui s'arrache les yeux et tout ça. Donc, bon, moyen. Et Rand va demander l'autorisation à rentrer à Ruidan, ce qui est accepté par deux matriarches, qui est la façon de faire pour la tradition pour pouvoir rentrer à Ruidan. Et Moiraine fait la même chose. Moiraine a eu une conversation avec les matriarches la nuit précédente, où l'une d'entre elles laisse entendre que Moiraine va aller à Ruidan, puisqu'elle voit un petit peu des différents futurs possibles. C'est toujours intéressant, c'est quand tu as des visions du futur, ce que on pourra rediscuter plus tard quand Moiraine aura ses visions aussi. Le fait de savoir le futur, il y a une des matriarches qui le mentionne, c'est toujours dangereux parce que soit tu deviens complaisant parce que t'es sûr que ça va se passer, donc tu ne fais pas les choses qui sont nécessaires pour que ça se passe, soit au contraire, tu essayes de faire tout pour empêcher que la chose se passe, y compris des choses que tu n'aurais pas fait naturellement. Donc c'est toujours dangereux de savoir le futur. Et donc il y a un peu une question ici de est-ce que Moiraine aurait demandé à rentrer à Ruidan si on ne lui avait pas dit qu'elle allait aller à Ruidan. Mais dans tous les cas, elle demande, c'est autorisé, et donc les deux vont se rendre dans la ville. Ils vont déposer leurs armes à l'entrée de... Enfin, c'est pas l'entrée de la ville, mais c'est là où il y a toutes les lances. J'aime beaucoup C'est une vanne qui est dans plein de films, dans plein de séries et tout ça. C'est Moiraine qui enlève tous ses couteaux de partout. C'est une vanne qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, les films de Peter Jackson. C'est quelque chose qui est toujours amusant, d'avoir un nombre excessif d'armes sur elle. Les matriarches leur expliquent que Rand va devoir traverser les colonnes de verre afin de voir le passé de ses ancêtres, et que Moiraine, elle fera face à des espèces d'anneaux géants qui lui montreront les possibilités du futur. Dans les deux cas, ils peuvent mourir, si ça se passe pas très bien. En fait, c'est des espèces d'immenses terres angréales qui sont un peu comme les arches des tests des acceptés. Ce qui donne un mini-avantage à Moiraine, parce qu'elle a déjà vécu quelque chose d'aussi perturbant, puisqu'elle a passé forcément son test d'accepté, etc. Potentiellement, ça lui donne un avantage, mais voilà.
C'est assez cérémoniel, l'entrée à Ruidan, etc. Et les deux donc avancent vers la ville, et on a une vision assez magnifique de cette entrée, avec 2 immenses statues, et donc une ville assez impressionnante, même si elle est vide et elle semble pas vraiment terminée, ou elle semble avoir été abandonnée en cours de route. Moiraine remarque que l'architecture ne ressemble pas vraiment à ce que font les Aiel actuellement, et donc elle s'interroge un petit peu sur qui a pu faire cette ville. Elle remarque aussi que le brouillard semble être mêlé avec des fils de pouvoir à peine visibles, donc c'est vraiment un lieu très étrange et très magique, si j'ai pas de meilleur mot que ça, mais vraiment, vraiment surprenant. Ils avancent tous les deux vers le centre de la ville, et là ils trouvent l'Avancedora, qui est l'arbre de vie, qui est un arbre de vie. On n'a pas vraiment d'explication sur ce qu'est cet arbre, hormis le fait que Rand mentionne que ça a l'air paisible sous les racines de l'arbre ou avec les racines de l'arbre. Il trouve le lieu assez relaxant, on va dire. Et Moiraine va dire qu'il existait un arbre assez similaire au Cairn auparavant. Un arbre qui avait été donné aux habitants par des Aiel, mais que plusieurs centaines d'années après que cet arbre a été donné, le roi Laman Damodred, qui était l'oncle de Moiraine, coupe l'arbre et s'en fait un trône, parce que ça lui permettrait d'avoir un trône unique et qu'il n'aurait pas d'équivalent dans le reste du monde. Et ça a enragé les Aiel au point où ils ont commencé une guerre, ils ont brûlé des villes, juste en punition pour cette offense et en essayant de tuer Laman Damodred. Et la dernière bataille de cette guerre a eu lieu sur les pentes du pic du dragon, et que pendant cette bataille, la mère de Rand, qui était promise de l'Alliance Aiel à l'époque, a donné naissance à Rand. Et ça, le fait que le dragon réincarné est né sur les pentes du pic du dragon, c'est la première étape, on va dire, d'une des prophéties du dragon réincarné. Et donc Rand regarde Moiraine et lui dit « Mais en fait, on a été connectés, même avant que lui soit né, en fait, puisque l'oncle de Moiraine a fait quelque chose pas cool, qui a causé les Aiel à sortir du désert pour attaquer le Cairn, et c'est comme ça que la mère de Rand s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée. » Et il y a une espèce de connexion entre les deux, et de quelque chose qui commence à cliquer sur le destin et sur le fait qu'ils sont connectés. Et c'est plutôt une jolie conversation, c'est un lieu qui est assez magnifique et féerique, etc. Donc c'est un beau moment. Rand va se diriger vers les colonnes de verre et son épreuve va commencer, mais on va pas suivre l'épisode de façon chronologique juste parce que ça va être plus simple pour moi. Je veux commencer par discuter de ce qui va arriver à Moiraine pour son épreuve à elle, à Ruidan. Donc on reviendra à Rand juste après. Moiraine, elle, dès que Rand part, elle commence à ressentir un espèce de pouvoir qui semble venir de l'arbre et du sol aussi, on voit le sol vibrer, etc. Et elle utilise le pouvoir pour ouvrir une espèce de cachette qu'il y a au cœur de l'arbre, et elle trouve une orbe blanche qui est, on l'apprendra plus tard, un Sangreal, qui est un artefact de pouvoir extrêmement puissant, et donc elle le prend avec elle. Ce qui, au début, je m'étais dit, tiens, quand même, pas de... Elle a pas de honte, elle trouve un truc super puissant et elle le met dans sa poche. Mais en soi, vu l'histoire, vu que c'est les Aes Sedai qui ont confié ces artefacts aux Aiel pour les protéger, en fait, ça lui revient un petit peu, donc y a pas de vol, c'est à elle, on va dire. Elle va se diriger ensuite vers les anneaux, ces espèces d'immenses anneaux qu'on voit à l'écran, et dans l'un d'entre eux, elle voit Aviendha qui est suspendue dans les airs et qui semble en train de souffrir, elle hurle. On voit, il y a un plan sur son visage assez terrifiant, et elle va donc enjamber l'un de ses anneaux, et elle se retrouve immédiatement envoyée dans les airs, et elle commence à avoir des visions à partir de ce moment-là. Les visuels des anneaux, là, magnifiques. Vraiment, de toute façon, les visuels dans cet épisode sont splendides, et ils ont vraiment bien travaillé sur le fait que c'est un lieu complètement étrange, et effrayant mais captivant à la fois. Ils ont vraiment réussi à la perfection cet endroit, j'ai vraiment adoré. Les visions de Moiraine vont lui montrer plein de futurs possibles et d'approches qu'elle aurait pu avoir avec Rand, mais globalement elles sont partagées entre deux gros thèmes, si on peut appeler ça des thèmes. Tout d'abord, celle où elle voit Rand mourir, souvent tuée par elle, et donc elle voit Rand mourir, et encore, et encore. Parfois elle voit d'autres options. On la voit au lit avec Rand, on la voit ici se prosterner devant Rand à Deux-Rivières, ce qui est très étrange.
Au passage, à chaque fois qu'elle a une vision, elle semble souffrir énormément. Et la deuxième partie, on va dire, de ces visions, c'est celle où elle se fait tuer, elle, par Lanfear, à répétition. Et elle se fait tuer, et elle se fait tuer, et Lanfear semble kiffer sa vie à tuer Moiraine. Faut rappeler quand même que Lanfear, c'est pas une personne sympathique. On en reparlera de Lanfear quand on parlera des visions de Rand, évidemment. Mais c'est assez terrifiant et horrible. Il y a une des visions où on voit Lanfear mener des versions maléfiques de nos héros de Deux-Rivières, qui ont des looks absolument extraordinaires. On voit clairement que Lanfear leur a donné des leçons de style avec du cuir de partout. Cette vision dure 10 secondes et elle est absolument fabuleuse. Les réseaux sociaux de la série ont posté des photos making-of de cette scène un peu en haute qualité qui nous permettent d'apprécier ces costumes. Ils ont pris le temps de... Ils auraient pu faire que cette scène c'était juste... allez, Rand, Matt et Gwen, c'est juste 2-3 personnes. Non, ils ont pris le groupe complet, ils leur ont filé du cuir de partout. Nynaeve a un look magnifique. J'ai adoré, j'ai adoré ce moment, c'était culte. Ça dure 3 secondes et c'est culte. Donner un Emmy à l'équipe de design et de costume de la Roue du Temps. C'est trop beau. J'adore Matt avec la dague, avec son espèce de jupe en cuir. Oh, le look, le mulet. Oh, c'est magnifique. J'adore ce moment. Mais sinon, Lanfear continue à tuer Moiraine à répétition. Au passage, on a un plan plus tard sur Lan et sur Egwene, mais on se concentre un petit peu sur Lan, qui attend à l'extérieur de la ville, patiemment, contrairement à Egwene qui a vraiment du mal à attendre autant de temps, et qui semble souffrir, ce qui est logique puisqu'il est connecté à Moiraine, donc tout ce qu'elle ressent à voir ses visions où elle se fait tuer à répétition, entre autres, lui, il le ressent aussi, donc j'ai trouvé ça bien qu'il montre, ça dure pas très longtemps, mais qui rappelle que Lan, il souffre là, en ce moment. Et donc c'est assez sympa de le voir. Et donc ça, c'est les visions de Moiraine, on n'en saura pas vraiment plus pour l'instant, j'imagine qu'elle en parlera peut-être plus tard. Dans les livres, on voit pas les visions de Moiraine, elle en parle plus tard, mais on voit pas exactement ce qu'elle voit. Du coup, c'était cool de le voir. Ne serait-ce que pour avoir la version maléfique de nos héros, j'ai adoré. Mais évidemment, le plus gros de l'intrigue, le plus gros de l'épisode, c'est Rand qui avance dans les colonnes et qui va avoir des visions de la vie de ses ancêtres. Et la première vision qu'il a, c'est Janduin, son père, qui est donc un guerrier Aiel et qui se bat sur les pentes du Mont Dragon pendant la guerre des Aiel, dont j'ai juste mentionné juste avant, et donc il se bat contre les armées de Laman d'Amodred. On le voit se battre un petit peu contre des guerriers, et ensuite il part à la recherche de sa femme enceinte, qui est aussi quelque part sur le champ de bataille, et quand il la retrouve, elle est morte, et le bébé qu'elle vient d'accoucher a disparu. Ce qui est une scène qu'on a vue dans la saison 1, et qui était l'une des meilleures scènes de la saison 1, c'était un des prologues, donc un flashback sur la naissance de Rand. On voyait une promise de la lance qui tuait tout un tas de soldats en se battant comme une badass, et très enceinte. Et à la fin de cette séquence, elle était blessée et elle mourait en donnant naissance à Rand. Et on voyait Tam Altor qui récupérait le bébé, qui l'aidait un petit peu à accoucher, et qui ensuite récupérait le bébé et partait. Rand ne voit pas du tout ce moment-là, il n'a pas le contexte pour le reste, pour la partie de l'histoire qui n'est pas de son père, mais cette scène était trop cool pour pas que je remette une image de cette scène, du coup j'ai remis et apprécié. Souvenez-vous de cette scène, comment elle était trop classe. C'était un des grands moments de la saison 1, il faut reconnaître. Entre chaque vision, on voit Rand hurler de douleur quand même, et il doit se forcer pour avancer dans ces espèces de forêts de verre assez terrifiantes. On le voit donc quand même lutter beaucoup. La vision suivante se passe probablement quelques centaines d'années auparavant. Ils expliquent pas beaucoup la temporalité, donc on peut juste estimer plus ou moins, mais à chaque fois on saute quelques centaines d'années, enfin pas exactement, mais pas très loin. Là, je pense qu'on est il y a plusieurs centaines d'années auparavant. Et donc on voit son ancêtre qui est un guerrier Aiel qui s'appelle Mandain et qui se rend à Ruidan parce qu'il a été convoqué par des Aes Sedai, par une Aes Sedai. Et on voit sa femme à côté de lui qui lui parle de rêves qu'elle a eus et elle lui dit à quel point il est important que lui et les autres chefs des clans acceptent ce que va demander la Aes Sedai en question. Et donc, il se rend à Ruidan qui ressemble pas encore à ce à quoi ressemble Ruidan là où on est
Rand, et lui et les autres chefs de clan rencontrent une Aes Sedai qui s'appelle l'Atrapaussé d'Ekium, et qui leur dit que les Aiel d'origine, les vrais Aiel si vous voulez, sont maintenant tous morts, et que eux, ils ne se souviennent plus de leur histoire. Elle leur demande notamment pourquoi vous ne portez pas d'épée. Et les Aiel lui répondent parce que c'est interdit, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi c'est interdit. Ils n'ont plus le contexte, il y a trop de temps qui s'est passé, et ils ont perdu cette histoire. Du coup, elle leur dit qu'elle va leur demander de faire quelque chose. Elle prend l'orbe blanche qu'on a vu Moiraine récupérer tout à l'heure, et elle crée des colonnes de verre partout dans la ville, en tout cas dans un espace de la ville, et elle leur dit que tous les chefs de clan et les matriarches devront passer à travers et apprendre leur histoire, apprendre leur passé. Mylene accepte, et on le voit être l'un des premiers à entamer cette épreuve à Ruedan. La vision suivante nous présente Luwin, un jeune homme qui fait partie d'un groupe d'Aiel pacifistes, dont le grand-père transporte un petit arbre avec un globe blanc en son cœur, et qui dit que cet arbre est très important. C'est un petit groupe de jeunes qui ont l'air très heureux, il a des potes et tout, ils ont l'air de vivre une vie tranquille. Malheureusement, sa mère lui annonce que sa sœur et une autre jeune femme ont été enlevées par des brigands, et ils ont l'air évidemment déchirés et horrifiés par cette nouvelle, mais leur principe de vie, qui sera, on le saura plus tard, et le paradigme de la feuille, donc qu'on a vu les Tuathan vivre dans la saison 1, les empêche de se battre ou de faire le moindre acte de violence. Les jeunes sont horrifiés, ils veulent quand même aller aider les jeunes femmes qui se sont fait enlever, et ils se disent qu'ils vont y aller et juste les récupérer de façon pacifiste, sans faire de mal à personne, sans aucune violence. Et donc, ils y vont, ils essayent de les libérer, mais la tentative ne se passe vraiment pas très bien. L'un d'entre eux meurt, et les deux autres doivent tuer les brigands pour se défendre. Et ils sont assez horrifiés, les filles qu'ils ont sauvées sont aussi horrifiées, en partie parce qu'elles ont été maltraitées par les brigands, mais aussi parce que les deux garçons viennent de tuer des gens, ce qui est complètement défendu par leur façon de vivre, qui est contraire à leurs traditions, etc. Ils récupèrent les affaires qu'il y a autour d'eux, et Luwin dit à son ami de ne pas prendre l'épée, parce que c'est une arme qui n'a pas d'autre utilité. C'est utilisé uniquement pour faire de la violence. Alors que lui, il a utilisé une lance, qui en soi peut être aussi utilisée pour chasser de la nourriture, par exemple. Donc il arrive un peu à contourner le paradigme de la feuille comme ça, en disant que c'est pas une arme qu'il touche, c'est un outil pour récupérer de la nourriture. Et ils vont donc rentrer dans leur famille, mais celle-ci les renie complètement, ils se font sortir j'allais dire du village, c'est pas un village, mais c'est un groupe qui se déplace en chariot, et ils se déplacent en permanence, mais ils sont reniés parce qu'ils ont tué des gens. Et la mère de Luwin lui dit de cacher son visage parce qu'elle avait un fils avant qui avait ce visage-là et qu'elle ne veut pas le voir sur le visage d'un tueur. Ce qui est une ligne de dialogue assez prenante et assez touchante qui sort directement du bouquin. Hein. Là, hormis la toute première vision où il voit son père, quasiment toutes les autres visions sont sorties tout droit du bouquin. Il n'y en a pas autant dans la série, enfin dans les bouquins, il y en a plus, on voit plus de visions, mais toutes les visions sont assez proches. C'est une adaptation assez fidèle, c'est ça que j'essaye de dire. Et sa mère, donc, et toute sa famille le rejettent, lui et son pote, et ils vont décider quand même de continuer à suivre les chariots de loin pour les protéger, vu que les Aiel de cette époque-là ne se battent pas et ne peuvent pas se protéger. Eux, ils vont le faire, puisque eux, ils se battent maintenant, alors que les autres non, et on les voit commencer à voiler leur visage. On comprend donc, et Rand comprend donc à ce moment-là, ce que les Aiel d'aujourd'hui ne savent plus, qui était, à une époque, ils suivaient le paradigme de la feuille, qui était de la non-violence extrême, on va dire. Hein. Si vous vous souvenez, les Tuathan qu'on a rencontrés en saison 1, c'était même si tu te fais taper dessus, tu ne te défends pas, tu ne commets jamais aucun acte de violence, jamais, 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 tu ne touches pas les armes, etc. etc. C'est très... Moi, je suis pacifiste, hein. Mais les Tuathan, il y a une limite au pacifisme, quand même. Et on va le continuer à le voir donc dans les visions suivantes. Celle qui arrive après nous présente Jonai, un vieil homme qui vient de voir une grande partie de sa famille se faire tuer par des brigands encore, et il ne lui reste en gros que son petit-fils. Le reste de son groupe, à ce moment-là, décide d'abandonner la mission que les Aes Sedai leur ont donnée, et il laisse les reliques, donc dans la série, l'arbre et l'orbe, là, dans les chariots, ils abandonnent tout,
et ils vont partir à la recherche d'un lieu plus sûr. Ils parlent aussi de conserver la chanson qu'ils chantaient auparavant. Et il y a une des personnes qui est en train de partir qui mentionne que c'est bon, la Terre, elle est en train de se stabiliser maintenant, les Aes Sedai ont tué la majorité des hommes qui pouvaient canaliser, et ils devraient pouvoir trouver un lieu sûr, ils n'ont pas besoin de continuer la route qu'ils avaient entreprise, mais Jonai dit que lui, il veut respecter la promesse qu'il a faite, qui a été faite par ses ancêtres aux Aes Sedai à l'époque, et il va continuer sa route avec son petit-fils. L'un des trucs qu'il mentionne, c'est qu'il cherche une ville ou un lieu pour créer une ville au milieu du désert, où ils seront en sécurité, et on va voir qu'il va continuer à aller tirer son chariot, dans lequel il y a l'arbre et l'orbe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, en fait on le voit à plusieurs reprises dans ses visions, c'est les scissions des Aiel originels en fait. En gros, oui, les Aiel ont fait une promesse à un moment donné qu'on va voir juste après aux Aes Sedai, et au fur et à mesure de leur histoire, des groupes se sont scindés puisqu'ils n'arrivaient pas à suivre cette promesse. Un certain nombre de groupes n'ont pas réussi à suivre cette promesse. Donc là, on voit dans cette vision-là ceux qui ne sont pas allés dans le désert, qui sont les Tuathan qu'on a vus en saison 1, c'est-à-dire ceux qui ont continué à suivre le paradigme de la feuille, mais qui n'ont pas conservé leur promesse en protégeant les objets que leur ont donnés les Aes Sedai. On a vu avant ceux qui se sont séparés en commençant à se battre et en utilisant des armes, alors qu'ils avaient promis de continuer à suivre le paradigme de la feuille, etc. Donc on voit les différentes scissions des Aiel au cours du temps, et c'est assez fascinant. De toute façon, l'histoire des Aiel, ce qu'on voit là sur cet épisode, c'est 2 chapitres dans le livre 4. Je les ai relus, les chapitres, juste avant de faire cette vidéo, parce que je voulais revoir, et je voulais me souvenir à quel point c'était précis comme adaptation, et c'est très précis. Il y a 2-3 trucs que j'aurais aimé voir en plus, mais globalement, c'est très très précis. C'est assez fidèle, c'est ce que je disais auparavant. Et ces chapitres, ils sont assez captivants, parce que c'est sans doute la plus grosse explication d'un coup qu'on a de l'histoire de cette terre et de l'histoire des Aiel, évidemment. Les Aiel sont assez fascinants comme peuple, donc c'est un super moment dans le bouquin. Et c'était un super moment dans la série, ça fait plaisir. Bref, tout ça pour dire qu'on continue à remonter le temps, et on va rencontrer Rodrik, et lui et son peuple se font confier cette fameuse mission par les Aes Sedai, qui est de transporter et de mettre en sécurité les boutures d'arbres Chora, qui vont devenir donc l'arbre de vie qu'on voit à Ruidan. Et on voit que c'est l'Aes Sedai, Latra posée d'Ekium, qui leur confie cette mission. Elle a le même fringue, mais comme on est potentiellement plusieurs centaines d'années avant la vision qu'on a eue d'elle plus tard, à Ruidan, et elle a plus vraiment la même tête. Même si techniquement, dans les bouquins, et les Aes Sedai c'est impossible de leur donner un âge, mais cette Aes Sedai est quand même très très vieille quand il la croise à Ruidan, donc c'est pas choquant qu'il les vieillit. Elle rajoute à la mission de protéger les arbres la charge d'une orbe blanche, en lui expliquant que c'est un sangréal qui est extrêmement puissant et qui est fait pour les femmes uniquement, et qu'il existe un équivalent pour les hommes qui s'appelle l'épée de Kalandor, qui est autre part dans une forteresse imprenable, qui est évidemment Tyr. On en reparlera, j'imagine, très prochainement, de Kalandor et de Tyr et tout ça. Et comme on la voit là, plus jeune, cette Aes Sedai, on a aussi le rappel qu'on l'a déjà vue, cette madame, dans la saison 1. Je fais beaucoup de références à la saison 1 dans cette vidéo, parce que la série fait plein de références à la saison 1 dans cette vidéo, et on l'a vue dans la saison 1, dans un flashback, avoir une discussion avec Lousterine, le dragon, le fameux Lousterine. J'adore toutes les références à Lousterine, je suis comme une dingue. Parce que c'est fascinant, l'époque des légendes dans la Route du Temps est absolument fascinant, et le personnage de Lousterine est absolument captivant et génial, et j'allais spoiler des trucs du bouquin que je peux pas parler, que j'ai très envie de voir. Bref, c'est un personnage qui vient. Il est mort, hein, à l'époque de Rand, puisque Rand est une réincarnation de Lousterine. Donc, il est mort. Mais c'est un personnage fascinant. Et on la voit, donc, l'Aes Sedai, Latra, on la voit discuter avec Lousterine pour essayer un petit peu de le persuader de ne pas de lancer une attaque particulière contre le Ténébreux, et échouer, hein. Clairement, ils sont pas d'accord l'un avec l'autre. Lousterine est très convaincue qu'il faut lancer cette attaque, et Latra est un peu... elle a pas le choix, elle sait très bien qu'elle n'arrivera pas à le convaincre, donc elle lâche l'affaire un petit peu. On voit à la fin de cette scène dans la saison 1 que le monde ressemblait à ça à l'époque de cette conversation. Ultra moderne, on voit des vaisseaux dans le ciel, on voit des villes avec des bâtiments, des gratte-ciel, etc. Et c'est un bon rappel que le monde de la Route du Temps
C'est de la science-fiction post-apocalyptique. On le rappellera jamais assez. Moi, à chaque fois que je vois du moderne, qu'il y a des rappels que c'est un monde où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées scientifiques et qui ont été toutes perdues, évidemment. Je trouve ça fascinant. Et surtout, j'ai aimé me revoir cette scène dans la saison 1, puisque ça permet de comparer avec ce qu'on voit dans cet épisode 4 de la saison 3. À la fenêtre de l'Atra, à ce moment-là, on voit un paysage qui ressemble, il y a encore des bâtiments, des gratte-ciel et tout ça, mais on voit clairement qu'il se passe des choses pas cool. On est au milieu de la guerre à ce moment-là, hein, d'une guerre contre le ténébreux, contre les rejetés, et contre les Trollocs, les Myrddraal, etc., etc. C'est la merde. C'est la merde, et est-ce que le monde a commencé à se disloquer à ce moment-là ? Possible. Possible. C'est même probable. Je crois que le monde a commencé à se disloquer à ce moment-là, ou en tout cas, les hommes ont commencé à devenir fous et à tout détruire autour d'eux. Là, la ville, elle tient debout encore, et globalement, les hommes qui utilisaient le pouvoir à ce moment-là, qui étaient super puissants, hein, puisque comme les Aes Sedai, comme les femmes qui utilisaient le pouvoir étaient ultra puissantes à l'époque, quand ils ont pété les plombs, ils ont tué des milliards de personnes autour d'eux. Il y a globalement 1 personne sur 2 qui est morte pendant la dislocation du monde, qui a été causée donc par les hommes qui sont devenus fous et par le Stérine qui est devenu fou. C'est catastrophique. Il y a un petit résumé à un moment donné dans le bouquin, dans une de ces scènes flashback, dans une de ces visions que Rand a, où il y a une Aes Sedai, c'est peut-être l'Atra d'ailleurs, ou l'équivalent de l'Atra dans le bouquin, qui raconte le fait que il y a un groupe d'Aiel, qui s'appelle pas des Aiel, mais c'est pareil, qui sont restés autour d'un Aes Sedai homme qui était en train de devenir fou et qui chantait autour de lui pour essayer de lui rappeler qui il était, de le calmer, de tout ça, pendant que tous les habitants de la ville fuyaient et que ce gars les a massacrés un par un, des milliers de gens autour de lui qui étaient en train de chanter, en train d'essayer de le convaincre qu'ils étaient leurs amis, etc. Et que le mec était devenu fou et il les a tués tous un par un. La scène est horrible et ils l'ont pas montré dans la série, mais c'est pour vous donner une idée que c'est pas une bonne époque là, cette époque-là, là. Ce qui est marrant parce que ça se passe après la guerre. La guerre se termine puisque le Stérine a fait un truc. Ils l'ont pas dit dans la série, donc je vais pas vous le dire, mais il fait un truc, ça part en coup. C'est bien, ça finit la guerre, mais ça empire la situation, étrangement. La fin de cette scène, de cette vision, c'est Roderick et son clan qui font la fameuse promesse dont on nous parle depuis le début, qui est de continuer à avancer, toujours bouger jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu sûr, de continuer à respecter le paradigme de la feuille, donc d'être pacifique, et de conserver les objets qui ont été confiés à leur charge. Dans la série, c'est donc les arbres et cette orbe blanche. Je précise dans la série, parce que dans les livres c'est un tout petit peu différent, mais c'est pas très grave. On verra si ça change beaucoup de choses après, mais bref. On va le voir mettre l'orbe dans la mouture de l'arbre, et donc on comprend que c'est cet arbre qu'on a vu depuis le début des visions, qui est exactement le même arbre que protégeaient les autres ancêtres de Rand auparavant. Et ensuite, on va voir des centaines de milliers de chariots, des centaines ou des milliers de chariots. Encore une fois, on est là, on en voit 10, mais techniquement des centaines, voire des milliers de chariots qui partent alors que le monde se détruit derrière eux. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir la technologie augmenter puisqu'on remonte dans le temps. Donc là, on voit que les chariots qu'ils avaient à l'époque, même si déjà ils ont dû régresser à des chevaux qu'ils n'utilisaient pas auparavant, hein. Globalement, ils avaient des voitures et des voitures volantes, etc. Mais là, le monde a suffisamment commencé à régresser pour qu'ils se disent « Ok, on va utiliser des chariots », mais leurs chariots, c'est en métal. Clairement, il y avait de la technologie suffisamment élaborée, etc. On les voit mettre l'arbre dans une caisse qui a clairement pas été fait à une époque médiévale, hein. Donc j'ai adoré ces petits éléments de détail on voit la technologie augmenter, là, puisqu'on remonte dans le temps, et c'est assez fascinant, puis c'est quelque chose vraiment... J'adore, c'est l'une des choses qui fait que La Roue du Temps est un peu différente des autres récits de fantasy qu'on peut avoir, c'est cet aspect, de temps en temps, il y a un rejeté qui est là, mais je dirais, pourquoi on a encore des chevaux aujourd'hui, c'est chiant. Je crois que c'était Lindfir qui faisait un commentaire comme ça en saison 2, genre frustré qu'on est retourné vraiment à une époque où il n'y a plus de voitures, très relou. Et j'aime beaucoup tous ces petits moments, et du coup toutes ces visions où on comprend, on nous rappelle que la technologie était à des milliers de kilomètres de ce qu'ont Rand, Moiraine et compagnie aujourd'hui. J'adore, j'aime vraiment beaucoup, et ça rappelle aussi la catastrophe qui a été
la dislocation du monde, parce que oui. Et enfin, la toute dernière vision nous permet de rencontrer Sharn, un jeune homme qui a l'air très heureux, il vit avec sa famille, qui sont des paysans et des gens qui sont au service des Aes Sedai dans le coin, et on les voit chanter en labourant leurs champs. Ils labourent leurs champs ici de façon assez manuelle, alors que je viens de dire que c'était un monde très technologique, mais je pense que la sphère qui vole dans les airs devrait être suffisante pour faire comprendre que oui, on vit dans un monde futuristique. Mais les aïeux de l'époque ont une connexion un peu particulière avec le sol, etc. Et surtout dans le bouquin, il y a aussi des créatures magiques à ce moment-là. Déjà, il y a des ogiers, et il y a aussi des autres créatures magiques qui les aident à faire pousser. Donc en fait, c'est un monde futuriste qui mélange la magie et la technologie, et que j'adore. J'en veux plus dans mes histoires en général. Et du coup, oui, il y a une partie manuelle, mais il y a une partie magique et une partie technologique qui se mêlent et tout ça. Et c'est un monde qui a l'air plutôt paisible et heureux. On voit donc Sharn qui discute avec une Aes Sedai qui se nomme Myrrine et qui lui dit qu'elle prévoit des choses très importantes pour aujourd'hui. On découvre que Myrrine est Lanfear. C'est pas vraiment caché, hein, c'est immédiatement montré. Et elle explique en gros qu'elle fait des expérimentations et qu'elle est à la recherche d'une nouvelle source de pouvoir qui pourrait être utilisée par les hommes et les femmes indifféremment, puisque même à l'époque, la source des hommes et la source des femmes étaient différentes, et ils puisent dans différents endroits pour utiliser le pouvoir de l'unique, et elle cherche donc une autre source qui leur permettrait d'être plus puissant encore. Elle est à la recherche de pouvoir, Lanfear. Accessoirement, elle fait un tout petit commentaire sur le fait que Sharn devrait aller retrouver les gens qu'il aime, puisqu'on devrait pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, etc. Ce qui est une toute petite pointe de référence au fait que Lanfear, à ce moment-là, quand elle fait ses recherches, elle est aussi en train de se remettre de sa rupture avec Lousterine, ce qu'elle n'a pas bien vécu. Hein. Et c'est pas le seul élément, le fait qu'elle fasse des recherches pour devenir plus puissante, c'était aussi... Ça a toujours été là, et c'est l'une des raisons pour laquelle Lousterine s'est séparée de Lanfear, de Myrrine à l'époque. Enfin bref. J'ai trouvé ça bien qu'ils le mettent, qu'il y a un tout petite ligne de dialogue qui te fait comprendre qu'à ce moment-là, Myrrine et Lanfear est pas dans le... Elle est pas très heureuse à ce moment-là dans sa vie. Et elle envoie Sharn aller retourner avec sa famille, et on a ensuite une méga catastrophe. Il est sorti de la sphère, hein, il est retourné dans le champ et tout ça, et l'immense sphère qui était en partie l'université, etc., implose. On a l'impression qu'il y a un trou qui apparaît au milieu de la sphère et commence à s'effondrer du ciel, et va donc tomber sur la ville qui est en dessous. Hein. Catastrophe horrible, et surtout, malheureusement, une immense fissure semble apparaître dans la structure même de la réalité. On a l'impression, c'est un immense trou noir dans le ciel, au-dessus de Sharn, et on ressent, ou en tout cas la série essaye de nous faire comprendre qu'il y a une présence maléfique derrière, et Sharn reste là à observer avec horreur ce moment. Et je sais pas si on peut dire, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui vient de se passer, parce qu'ils n'ont pas forcément explicité que ce qui se passe. Je vais lui dire, pendant 5 secondes, je mettrai des timers ou quelque chose comme ça. Si vous voulez pas savoir ce que c'est parce que vous estimez que c'est un spoiler, sautez jusqu'au prochain timing. Ça, c'est la première, c'est l'incursion du ténébreux dans le monde. Elle a fait Lanfear, Myrrine, elle a fait un trou dans la prison du ténébreux, et donc à partir de ce moment-là, le ténébreux peut influencer un petit peu le monde et cherche à interrompre la roue du temps, à changer le monde. Et du coup, Myrrine a réussi à obtenir un pouvoir qui est utilisable par les hommes et les femmes. Elle a trouvé plus de pouvoir. C'est juste que c'est un pouvoir ultra maléfique qui veut tout détruire. Et c'est le début de la guerre. En fait, à partir de ce moment-là, les rejetés, qui étaient des Aes Sedai à ce moment-là, se convertissent au ténébreux. Et c'est la guerre, et c'est la merde. Cette guerre va se terminer quand Lousterine va faire quelque chose pour fermer cette fissure, on va dire. Mais le ténébreux rendra la source des hommes souillée. Ils vont devenir fous, ils vont disloquer le monde, et on se retrouve des milliers d'années auparavant. Enfin, on régresse technologiquement des milliers d'années auparavant. On régresse magiquement parlant des milliers d'années auparavant. Et c'est la catastrophe. C'est la plus grosse catastrophe. C'est apocalyptique, hein, ce qui se passe en gros. Et c'est génial. Et c'est trop bien fait dans la série. Parce que c'est vraiment, on comprend. Même si tu comprends pas exactement ce qui se passe à ce moment-là, je pense que tu comprends que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas la technologie qu'on a vue
dans les visions précédentes. C'est ça qui fait qu'il va y avoir une guerre, tu comprends. Vu que c'est l'Unfear qui a causé ce qui se passe là, tu comprends que c'est le ténébreux et qu'il y a quelque chose d'horrible qui vient de se passer. Donc c'est assez malin, le visuel est super marquant, une réussite de bout en bout, j'ai adoré. Vraiment, c'était super réussi. Et j'étais pris, toutes ces visions, elles étaient super prenantes et j'étais à fond dedans. L'histoire des Aiel est captivante, je l'ai déjà dit et je me répète. Ah, quelle réussite, quelle réussite. J'espère que c'était clair pour tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas lu le livre, et qu'on comprend que les Aiel étaient au service des Aes Sedai, que les Aes Sedai leur ont demandé de faire un service, de protéger les arbres et les artefacts de pouvoir qu'ils leur ont donnés, même si on n'en voit qu'un dans la série, et qu'ils devaient continuer à être pacifistes, etc., mais qu'au fur et à mesure, ils se sont séparés en plusieurs groupes, au point où ils vont devenir les Aiel qu'on connaît aujourd'hui, qui sont un peuple plutôt violent, qui se bat, qui ont des armes sur eux tout le temps, mais qui ont en partie oublié leur culture, que tout ça est lié d'une façon ou d'une autre, un, à Rand, et deux, à la dislocation du monde, au combat contre le ténébreux, etc., etc. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien fait. Évidemment, j'ai le contexte en tête puisque j'ai lu les livres, mais j'espère que c'était suffisamment clair pour tout le monde, parce que c'est trop bien. Je pense qu'en soi, tu peux comprendre l'histoire, même si tu comprends pas ce qui est arrivé aux Aiel, mais c'est ça qui fait le charme de la fantasy, et notamment de cette histoire, c'est pour ça que c'est des gros bouquins, c'est des gros pavés, machin, c'est parce que tu vas en détail dans l'histoire de peuples complets, et ces visions-là, c'est 2 chapitres dans les bouquins, mais la culture des Aiel, on passe beaucoup de temps dessus, on nous explique pourquoi ils portent certaines fringues, pourquoi ils portent certaines armes, comment ils interagissent, les hommes, les femmes, les couples, enfin il y a tout un tas de traditions et de cultures autour de ces peuples-là, qui est fascinant à découvrir, et la série doit aller vite, donc ils n'ont pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je trouve qu'ils ont montré là l'histoire de façon très intéressante, plus rapide. Avec un peu de chance, la culture Aiel, on va continuer à la voir et à la découvrir dans les épisodes de cette saison, donc ça devrait continuer à être intéressant, je pense. C'est la fin des visions de Rand, il s'effondre dans les colonnes de verre, entre les colonnes de verre, et il y a 2 marques qui apparaissent sur ses avant-bras, des marques de dragon, qui est donc le signe du Caracal. On voyait aussi le frère de Couladin. Pendant que Rand avançait, au fur et à mesure, on le voyait de plus en plus horrifié, il était en train de hurler et tout ça, et on le voit s'arracher le visage, en partie se griffer le visage, et je suis quasiment sûre qu'il s'arrache les yeux pendant ce passage. Oui, ça se passe pas très bien pour lui, hein. Clairement, il ressortira pas des colonnes, et son frère risque de vouloir y aller à sa suite. Rand va se réveiller et va retourner vers l'arbre, au centre de la ville. Il va croiser Aviendha, qui elle aussi se réveille à peine de son test, et elle voit les marques sur les bras de Rand, et elle a une petite réaction. J'ai beaucoup aimé ce petit moment, c'est assez subtil. Elle a une petite réaction, elle recule un petit peu, et tu vois qu'elle est en train de processer le fait que, ah mince, il est vraiment le fameux élu, le fameux mec qui est censé à la fois nous unir et nous détruire, etc. Elle l'aimait pas beaucoup, ce gars-là, elle trouvait qu'il était irrespectueux, qu'il tenait des épées, etc. Et Rand essaye de lui parler un petit peu en lui disant qu'il comprend mieux maintenant, et en tout cas qu'il comprend assez pour comprendre qu'il ne comprendra jamais. Ça répète beaucoup le même mot, mais vous vous souvenez de la ligne de dialogue. Et je trouve que oui, on voit chez l'actrice, chez Aviendha, et avec son actrice, le petit « oh mince, bon, ok, mais au moins c'est lui ». Il y a un peu de respect, il y a un peu de... Et à la fin, elle se lève et Rand lui demande où est Moiraine. Aviendha lui dit qu'elle est toujours dans les anneaux, et Rand dit qu'il va l'attendre, et Aviendha part en faisant un petit commentaire qui rappelle qu'il n'est pas Aiel. Et on voit que Rand, ça lui fait un peu plaisir. Je pense qu'il sait que plus le temps passe, plus il est le dragon réincarné, plus il est le Caracal, etc., plus les gens vont le traiter différemment que quand il était juste Rand al'Thor. Et le fait que là, à ce moment-là, Aviendha continue à le traiter comme d'habitude, alors qu'elle sait qu'il est le Caracal, ça lui fait un petit peu plaisir, on le voit faire un petit sourire. J'ai trouvé ça mignon et subtil. C'est bien que on rappelle que la pression que Rand a sur lui est hallucinante, et quand il y a des personnages comme Lan, et là, comme ce petit moment avec Aviendha qui lui rappelle que c'est aussi juste un mec normal, qui n'est pas un mec normal, mais qui peut aussi être un mec normal, je trouve ça plaisant, et on voit clairement que Rand, ça lui fait plaisir. Et donc Rand va attendre. Il va attendre sous les racines de l'arbre de vie que Moiraine ait terminé son test. Et on le voit se poser, j'ai trouvé le moment un peu paisible et sympa. Et le fait que Rand attende Moiraine est important, je pense.
Il dit spécifiquement, il dit à Aviendha, il lui dit pas qu'il va l'attendre, il dit qu'il ne ressortira pas de Ruidan sans Moiraine. Je vous rappelle que Rand, il aime pas beaucoup Moiraine, hein. On l'a revu juste avant qu'ils aillent dans la ville. C'est pas le grand amour, il s'apprécie pas énormément, mais clairement, Rand a compris quelque chose à force de voir toutes ces visions, de voir aussi la connexion qu'il a, non seulement avec Moiraine, mais aussi avec les Aes Sedai en général. Il a compris quelque chose qui fait que potentiellement, sa relation avec Moiraine va évoluer à partir de là. Et potentiellement, Moiraine, elle a vu aussi des choses dans le futur qui fera qu'elle traitera Rand différemment. Ce sera intéressant à voir ce qui va se passer ensuite. Donc, il va attendre. Et plus tard, à l'aube du 7e jour, je crois, il me semble que Egwene et Lan parlent du fait que ça fait 7 jours. Donc, c'est soit l'aube du 7e, soit l'aube du 8e jour. Peu importe. Ce qui est important, c'est l'aube pour de vrai, puisque l'une des descriptions de Rand, c'est celui qui vient à l'aube ou quelque chose de proche. Il vient à l'aube et il ressort de Ruidan en portant Moiraine entre ses mains et il va donner Moiraine à Lan. Egwene va venir le prendre dans ses bras et l'observer. Rand a l'air un peu choqué par tout ce qu'il a vu et expérimenté. Moiraine n'est pas dans un super état non plus. Elle regarde Rand, pas horrifiée, mais elle le regarde genre, ouais, il s'est passé des trucs. Et l'épisode se termine sur un plan de Rand qui potentiellement est en train de réaliser ce qui vient de se passer, et du fait que, bah oui, il est le Caracal. Au cas où il n'avait pas vraiment accepté sa position de dragon réincarné, je pense qu'il a accepté, mais bon voilà, non seulement il est le dragon réincarné, mais il est aussi le gars qui va changer le destin des Aiel. Donc, encore une fois, pression, pression, pression. Et c'est une très belle fin d'épisode qui était un épisode absolument magnifique. Vraiment, il y a 2 petits trucs que j'aurais changés. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'Aiel au début, comme je l'ai mentionné, et j'aurais aimé que dans la vision de Sharn, on voit les créatures magiques, j'ai plus les noms, je le mettrai à l'écran, qu'on les voit. Parce que j'ai trouvé dans le bouquin, le fait que justement la magie et la technologie soient autant mêlées, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'aurais aimé qu'on le voit à ce moment-là, mais je comprends que c'était potentiellement difficile à faire, etc. Il y a aussi une vision où on voit la première promise de la lance, et ça aurait été cool à voir, mais encore une fois, je comprends tu peux pas faire un épisode de 4 heures. Même si moi, j'aurais regardé un épisode de 4 heures sur ces tests-là. Le fait qu'ils aient décidé que l'épisode serait uniquement consacré à Rand et à Moiraine, qui traversent Ruidan, oui, 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 tout à fait, exactement. C'est ce que je voulais, moi, pour le test de Nynaeve en saison 2, pour son test d'accepter, et j'aurais pris aussi la même chose pour Egwene si on avait pu, parce que tu peux vraiment te concentrer, tu peux prendre des moments plus lents, tu peux ralentir et tu peux montrer tous les détails et les choses qui sont importantes, même si elles font pas avancer l'intrigue, et c'est bien, et ça construit le monde, ça construit les Aiel, ça construit Rand, ça construit Moiraine, tout est important dans ce qu'on a vu, et à la fois, il y a plein de choses qui auront sans doute pas de conséquences, mais c'est quand même super bien de le savoir, c'est super intéressant de le savoir. C'était beau, c'était bien filmé, les visuels de Ruidan étaient vraiment réussis. Les costumes, j'en ai parlé, j'en ai reparlé cette saison, les costumes sont extraordinaires. Oui, les héros maléfiques, génial. Le costume, les différents costumes des Aiel, sublime. On voit Moiraine plusieurs fois dans un costume de siège d'Amerlin. Oui, splendide. Les costumes futuristes, on va dire, dans le passé, je les aime beaucoup. Bref, super réussite en termes de costumes, mais les costumes sont liés au visuel que tu donnes au monde autour de toi, et ça fonctionne vachement bien. J'aurais potentiellement aimé qu'on voit un peu plus le monde détruit, disloqué, mais bon, pareil, c'est compliqué, et puis en soi, les Aiel étaient dans leur chariot, dans des petits coins, en train de fuir les coins super craignos, donc c'est logique qu'on voit pas des trucs catastrophiques, mais sinon, j'ai vraiment adoré cet épisode, je l'ai revu maintenant 3 fois, je crois, et je le trouve toujours aussi bien. J'aime les connexions avec des flashbacks qu'on a vus en saison 1, ça fonctionne bien. Je pense qu'ils se sont sentis obligés de rajouter la vision de son père, qui n'est pas dans les bouquins pour le coup, pour que les spectateurs qui n'ont pas lu les livres comprennent bien ce qu'on était en train de faire, de remonter sa lignée, donc ses ancêtres, et pas de remonter sa réincarnation. Parce qu'il est la réincarnation de Lousterine, mais Lousterine, c'est pas son ancêtre lié par le sang et l'ADN en fait.
Et je pense que potentiellement, ils se sont dit: «Eh, si on montre pas un truc très clair, type, ah, c'est ça, c'était son père, et maintenant on remonte après sur les arrière-grands-pères de son père, et cetera, ça va être confus, du coup, on vous montre le père. Accessoirement, c'est cool de voir des aïeuls se battre, et ensuite, comme ça, c'est plus clair. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait cette scène-là. Ou alors, ils ont juste voulu un aïeul cool. Je vais mentionner aussi le fait que tous les ancêtres de Rand étaient joués par l'acteur qui joue Rand. Et pendant que je regardais, je suis allée vérifier l'info, et ils l'ont mis sur Instagram et tout ça, parce que je trouve il y en avait un ou deux, évidemment, c'était clairement lui, mais d'autres, je me suis vraiment posé la question, surtout le deuxième, qui est le guerrier Aiel qui va à Ruidan pour la première fois, Mundane, je crois. Vraiment, je me suis posé la question en disant, je suis pas sûre que ce soit lui, il y a clairement beaucoup de prosthétiques et de maquillage, et c'est pareil, super boulot de l'équipe de maquillage et de prosthétique, ça a dû faire vraiment beaucoup de travail en général pour tout le monde cet épisode, parce qu'entre les différents costumes dans les visions de Moiraine, entre les prosthétiques et les différents costumes dans les visions de Rand, tout ça pour des petites scènes qui durent quelques secondes, etc. Extraordinaire. Et pour autant, ils ont réussi à garder un rythme qui fonctionne bien, on s'ennuie pas une seule seconde, on comprend que les personnages sont en train de souffrir à voir ces visions, etc. Ouais, ça fonctionne tellement bien. J'ai adoré cet épisode, je suis tellement hypée pour la suite, parce que ça va avoir des conséquences, parce que Rand a compris des trucs, parce que Moiraine a compris des trucs, et que la suite de l'histoire va être fortement influencée par ce qu'ils ont vu à Ruidan, et parce que le fait que Moiraine ait récupéré un Sangreal aussi. J'ai très très hâte de voir la suite. La saison 3 de La Roue du Temps, là, elle est vraiment solide, et je suis à fond. Ok, j'arrête de blablater, j'espère que ça vous a plu vous aussi cet épisode, j'espère que vous kiffez autant que moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. À très bientôt sur Univers Fantasy. Bye!